Pour débuter, l'idée derrière ce dîner des patrons-là, c'était de voir comment chaque salle de nouvelles avait traité la pandémie, gérer les effectifs aussi, parce que c'est une coche plus compliquée qu'à l'habitude, et de faire en sorte également de discuter de comment on fait des nouvelles en 2021 dans un contexte comme celui-là, mais à l'ère où on est rendu aussi, où la désinformation est plus présente que jamais. Donc, pour commencer, je lancerai les hostilités en vous demandant comment vous faites justement simplement des nouvelles en temps de pandémie. Je vais y aller dans l'ordre que je vois dans mon écran, si vous le permettez, en commençant avec Nancy Sabourin. Bonjour tout le monde. Merci à la FPJQ et Marc-André pour l'invitation de ce midi. Écoutez, quand tout ça est arrivé le vendredi 13 mars 2000, nous, on était à 2 jours de notre journée porte ouverte. On avait commandé, je pense, 5000 cupcakes pour les gens qui viendraient voir Radio-Canada. Alors, les artisans de paix en ont fait un régal pour les bénéficiaires. Bref, ça a chamboulé, comme tout le monde, énormément de choses. Je lève mon chapeau et donne une médaille à tous les techniciens qui, dans tous nos médias, ont déménagé des gens à la maison carrément. Nous, on devait mettre en télétravail le 2/3, sinon le 3/4 des employés en un temps record. Donc, ça a été d'adapter, évidemment, le contexte de travail, mais également, donc, à l'interne, gérer aussi les inquiétudes, gérer les mesures sanitaires, mais également à l'externe. Je me souviendrai toujours de la fois où le chef du Bloc québécois a été diagnostiqué positif et il fallait aller faire une entrevue chez lui, tout le branle-bas général. Comment c'est beau d'avoir une perche, là, mais il reste qu'on s'en va quand même chez quelqu'un qui a été diagnostiqué avec la COVID. Alors, des exemples comme ça se multipliant par centaines au cours de la dernière année. On a vu un changement de culture aussi avec, au début, les caméramans même me disaient, le public était très sympathique envers les médias. Le public était content que les médias les informent. Et à un moment donné, ça a chiré, permettez-moi l'expression, envers des sentiments davantage d'animosité. Il y a eu de l'intimidation. En fin de semaine, à Québec, il y a un caméraman qui s'est presque fait agresser sur une manifestation. Donc, on est parti vraiment d'un sentiment très bienveillant au début de la pandémie à quelque chose de plus agressif qui a ajouté au travail et aux défis là, des équipes sur le terrain. J'ai déjà trop parlé, je m'arrête là, je vous donne la parole. On poursuivra. Merci, Nancy. Stéphane Rattel, la même question. Moi, ce n'est pas pour relancer Nancy, mais nous, ce n'est pas une porte ouverte qu'on a scrappée, c'est un 100e anniversaire au grand complet. Le 13 mars, nous, on avait encore sur les murs les calendriers du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, où on avait des activités à peu près tous les week-ends, salon du livre, des parties de bal, des conférences dans des écoles auprès d'organisations. Ça a été en un claquement complètement annulé. On pensait faire un spectacle cet automne, l'automne passé à l'amphithéâtre, ça aussi. Ça n'a pas été possible. Bref, ça a été le deuil de notre 100e anniversaire. Nous, sur le plan plus technique, on avait déjà commencé à envoyer nos journalistes à la maison avant même la pandémie. Donc, ça n'a pas été un changement là, du jour au lendemain sur le plan technique qui a été majeur. Évidemment, là où ça a été extrêmement, extrêmement difficile, c'est que là, du jour au lendemain, on devait travailler sur un sujet qu'on connaissait peu, avec de nouveaux moyens. Le terrain a été mis de côté. On a découvert les Zooms, les Teams, les conférences à gauche et à droite. D'ailleurs, j'ai hâte qu'il y ait de plus en plus de conférences sur le terrain. Je pense que pour célébrer ça, il faudra ramener les beignes et le café dans toutes les conférences. Mais dans l'ensemble, nous, c'est sûr que comme on était à l'écrit, on a réussi probablement plus facilement que notamment à la télévision, à faire notre travail dans la mesure où on fait des appels, on fait un compte-rendu. Puis moi-même, je dirais que c'est probablement plus facile actuellement de parler à un intervenant. Tout le monde est à la maison. Personne ne peut dire qu'il est en vacances, à l'extérieur, en soirée. Bref, tout le monde est là. Donc là-dessus, c'est beaucoup plus facile. Je dirais, ce que j'ai hâte aussi, c'est notamment pour ceux qui couvrent les conseils municipaux. Ça, on y perd beaucoup au change actuellement.
parce que tout se fait en virtuel, les échanges avec les conseillers, les citoyens, on ne peut pas les aborder, les questions viennent de façon virtuelle, on ne peut pas les aborder après. Donc ça, j'ai vraiment hâte qu'on puisse revenir là, sur le terrain. Alors, comme Nancy, là, je pense que j'ai trop parlé. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Merci Stéphane. Jonathan Sirène, Country Pop 103. Oui, donc effectivement, ça a été une période un peu particulière. Moi, je vous dirais que je ne vis pas nécessairement la même réalité que dans le commercial ou dans vos différents médias. Parce que Country Pop 103, c'est une radio hyper locale. Donc, on est dans le contenu hyper de proximité, donc vraiment la MRC de Masquinongé. À la base, on est aussi une très petite équipe. Donc, ce qui fait que le télétravail chez nous n'a pas été nécessaire. On s'en est contenté du strict minimum, c'est-à-dire des présences en studio lorsque c'était nécessaire. Et donc, cet univers-là a resté quand même, on a quand même gardé un climat de travail normal, entre guillemets. Et en plus, le déménagement, on a construit, on est dans une station flambant neuve ici, donc ça nous a amené à réfléchir sur l'importance de la distanciation sociale, sur les normes sanitaires. Donc, tout a été construit. J'ai un immense bureau pour rejoindre des gens à 2 mètres sans problème. On a construit plus de studios qui communiquent un entre autres, ce qui fait que les animateurs n'ont pas besoin d'être dans le même studio pour travailler ensemble, mais ils se voient par une fenêtre. Donc, on a vraiment là, investi un demi-million pour réaménager. Puis, je suis content que ça soit arrivé dans ce timing-là parce que ça nous a permis vraiment de penser à, bien, ça va probablement rester. Si jamais il y a une nouvelle vague, quoi que ce soit, on est capable de continuer d'opérer. Et en même temps, on est en croissance. Donc, nous, c'est de gérer des nouveaux ajouts de personnel, des nouvelles personnes. Puis, l'information locale, on la fait différemment de bulletins de nouvelles où on est vraiment dans les contenus. On a des animateurs de 6h à 23h du lundi au vendredi. On a des animateurs le week-end également. Donc, on a vraiment une équipe qui fait de l'information, oui, en bulletin traditionnel, mais aussi en mandat de communication. C'est-à-dire qu'on a senti à un certain moment que les gens, au début de la pandémie, effectivement, voulaient savoir ce qui se passait. Et un peu plus tard, on a senti, là, parlez-nous d'autre chose. Parlez-nous du cône au coin de la rue. Parlez-nous d'amener cette réalité-là. Et on s'est dit, de toute façon, les grands médias couvrent l'actualité nationale, les points de presse en temps réel. Nous, on est capable de faire avec un animateur qui dit les 3-4 grands liners qu'on vient de voir passer dans la conférence de presse. Ça nous amène aussi à penser un virage web parce qu'on voit vraiment l'importance du contenu local et du contenu sur le web. Et c'est pour ça qu'on va lancer une chaîne de podcast 100% Masquinongé, donc actualité Masquinongé. On est en train de travailler le projet, donc ça va nous permettre d'être différent des autres médias. On ne commencera pas à faire de l'écrit, à faire des textes. On a d'excellents journaux qui le font, de la caméra, de la télé, les stations de télé. Vous êtes excellents là-dedans. Nous, ce qu'on fait, c'est du son, c'est de l'audio. Donc, on va aller un peu plus en analyse, en profondeur avec des intervenants qu'on va utiliser sur le web. Ça va être c'est un modèle d'affaires qu'on est vraiment en train de reconstruire en lien avec la pandémie. Donc, c'est un peu notre mandat différent. Nous, on est vraiment dans l'investissement et le développement. C'est un peu ça. Merci, Jonathan. Monsieur Savard, chez vous, Robert Savard à TVA, comment ça se passe, cette gestion-là? Bon, il faut commencer. Lorsque je suis arrivé comme directeur de l'information ici à TVA, j'ai eu mon intégration qui a duré à peu près 4 jours. Parce que aussitôt que je suis arrivé en poste, une semaine plus tard, on tombait en pandémie. Donc, j'ai eu un double apprentissage à faire. Ça a été de m'habituer un peu au fonctionnement des salles de nouvelles ici, de voir comment l'information se passait en Mauricie, au centre du Québec, et puis à faire en sorte que, étant donné que même si on est à la télévision, les équipes ne sont pas nécessairement aussi grosses qu'on l'espérait. Alors, il fallait que je m'assure que tout mon monde puisse travailler correctement, puisse travailler en sécurité et puisse travailler en préservant le risque d'attraper cette fameuse COVID-là. Donc, ça a été la réorganisation au niveau de la salle des nouvelles, réorganisation physique. Après ça a été de faire en sorte que les caméramans dans leur mobile soient sécuritaires aussi, que les journalistes, s'ils avaient à voyager avec les caméramans, soient aussi en sécurité, qu'on mette les mesures de distanciation sociale un peu partout, qu'on réorganise avec les Teams et les Skype, les Zoom et tout ça. Donc, ça a été beaucoup de réaménagement, mais je dirais de réaménagement technique avant de penser au contenu éditorial, parce qu'on s'est laissé peut-être porter un peu par la nouvelle au départ, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient un peu partout et en même temps que ce n'était pas difficile de trouver des sujets.
L'élaboration du contenu éditorial, c'est venu un peu plus tard, mais je dirais qu'au départ, c'était vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse travailler en sécurité et puis soit en mesure de se sentir à l'aise lorsqu'ils effectuaient leurs tâches quotidiennes. Donc, au départ, ça a été un peu ça. Par la suite, c'est sûr que le traitement de la nouvelle s'est un peu modifié avec le temps, mais je dirais que le premier défi, ça a été ça au niveau de la pandémie. Très bien, merci M. Savard. Amélie Saint-Pierre, DC Média. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. En fait, nous, c'est sûr que la journée, je pense le 12 et le 13 mars, on était en tombée, nos journaux, on fermait nos publications et en l'espace de quelques heures, on a dû gérer plus d'annulations publicitaires que de placements. Puis nous, étant des hebdomadaires gratuits, je ne vous cacherai pas que les seuls revenus de nos journaux, ce sont les revenus publicitaires. Donc, c'est un peu spécial ce qu'on a vécu à l'inverse. Donc, les gens avaient soif d'informations locales, on l'a vu rapidement, mais nous, on a dû mettre pratiquement 2/3 de notre équipe à pied entre le jeudi et le vendredi très rapidement. On a quand même gardé un petit peu plus de journalistes en poste parce qu'on voyait bien là, le besoin d'information. Et comme un peu Jonathan le mentionnait, on produit du contenu qui est très local. Donc, les gens voulaient, oui, les points de presse, mais maintenant, localement, qu'est-ce qui se passe? Donc, on le voyait tout de suite après les points de presse, on voyait nos statistiques sur le web. Les gens se dirigeaient beaucoup vers nos médias pour voir ce qui se passait. Donc, on a dû ajuster les gens. Le télétravail, ce n'était pas nécessairement une réalité chez nous. Donc, même, il y avait certaines personnes que c'était un ordinateur avec une tour. Donc, on envoyait nos gens avec des tours. On a dû acheter des portables, s'ajuster aussi, s'assurer que tout le monde était confortable. Mais ça a été vraiment une période très précipitée. On a dû s'ajuster rapidement. Puis, c'est ça. L'information venait à nous, mais c'était aussi de pouvoir… il n'y a plus de sport, plus de culturel, plus la nouvelle qui vient normalement à nous. Il fallait la creuser, il fallait chercher. Donc, c'était un peu différent au niveau du travail de nos journalistes, mais je vous dirais que c'était vraiment le département qui a été le plus sollicité pendant la pandémie. Et nous, c'est ça, le tout autre tâche connexe a pris tout son sens chez nous, mais on a une bonne équipe, les gens étaient ouverts et on ne croyait pas à l'époque que ce serait pour aussi longtemps, mais on s'est adapté, puis heureusement, on est toujours en santé après 1 an et quelques plus tard. Merci, Amélie. J'ai vu Stephen Roy-Collen également de la Gazette de la Mauricie. Je ne sais pas si vous vouliez prendre la parole dans cette question-là. Je peux bien. Effectivement, nous, il n'y a pas eu beaucoup de changements. On est une petite équipe. Il faut dire aussi que quand la pandémie a été déclenchée ou quand ça a commencé, cette histoire-là, moi, j'étais en sabbatique. Donc, j'étais à l'autre bout du monde. Puis, il a fallu que je revienne rapidement à Trois-Rivières. Nous, ça a changé notre réseau de distribution. Parce que là, on est 2 à être employés. Puis les autres, c'est des bénévoles. Donc, les bénévoles ne sont pas ici sur place. Donc, à 2, on était capable de gérer amplement les mesures sanitaires. Puis, on n'avait pas besoin de mettre à pied. On n'a pas énormément de publicité. Les clients publicitaires, c'est des clients, c'est des syndicats. Ce n'est pas des gens qui ont réduit leur publicité durant la pandémie. Au contraire, ils ont continué de nous supporter. Fait que c'est un cas peut-être un peu particulier. Par contre, au niveau de la distribution, là, les commerces, puis surtout les restaurants, avaient la chienne. Je vais le dire comme ça parce qu'il y avait peur que nos journaux contaminent les gens. Donc, pendant un certain temps, on avait de la difficulté. Puis en fait, encore dans certains commerces, la règle, c'est tant et aussi longtemps qu'on n'est pas sorti de la pandémie, vos journaux ne reviennent pas. Puis nous, on est distribués en présentoir. Donc, ça veut dire que certains de nos lecteurs qui avaient l'habitude de prendre le journal, mettons, au Café Morgane, parce qu'on était dans tous les cafés Morgane, ils ne peuvent plus prendre leur journal à cet endroit-là. Mais essentiellement, c'est ça les changements. Mais nous aussi, on est un peu comme le 103.1 en développement depuis le début de la pandémie. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses chacune. Je vais vous amener vers l'autre sujet que je voulais aborder avec vous ce midi. Comment on réussit à se démarquer dans l'information en tant que média, alors qu'on parle souvent d'éclipse médiatique. Une éclipse médiatique, ça dure un certain temps, 24-48 heures, des fois une semaine ou 2. Mais dans ce cas-ci, ça fait 14-15 mois que ça dure, une éclipse médiatique, que la COVID occupe plus de 50% de l'actualité. Comment on réussit à se démarquer quand même, malgré le fait que la moitié de notre contenu, ou à peu près, demeure ce sujet-là finalement? Je recommencerai dans le même ordre, si vous le permettez, avec Nancy Sabourin.
Bien, on fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire informer les gens avec nos valeurs à Radio-Canada qui sont les mêmes là, que tout le monde, de rigueur. On a la chance d'avoir 3 plateformes, donc on essayait d'adapter les nouvelles à chacune de nos plateformes radio, télé, web. Nous, on a eu la chance, j'ai beaucoup d'empathie envers les médias qui ont dû faire des mises à pied, qui ont vu leur distribution complètement chamboulée. Nous, on a eu, comme diffuseur public, l'immense privilège de garder tout notre monde et de garder à peu près toutes nos productions. Il y a une émission qu'on faisait, le TJ Extra, qu'on a arrêté de faire parce que ça n'avait plus de bon sens. C'était des topos feature, puis on ne pouvait pas se permettre d'aller chez les gens. Là, on recommence avec une nouvelle émission qu'on fait mensuellement et ça fait du bien. Alors, se démarquer, c'est aussi trouver d'autres sujets que la pandémie. C'est sûr que les premiers mois, on était toujours là-dedans, on ne s'en sort pas. Mais avec le temps, on a réussi à intéresser. Le monde a recommencé. On est le reflet des gens. Les gens ont recommencé à vivre, donc on a recommencé à faire d'autres sortes de nouvelles. Je voulais parler peut-être un peu aussi de la prudence que ça nous a demandé, là, surtout au début de la pandémie. Quand on met une publication sur Facebook, c'est le cas de tous les médias, il faut avoir les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire d'être capable de modérer ce qu'on va mettre en ligne. Donc, on avait une grande réflexion éditoriale. OK, si on met ce texte-là, on sait que ça va devenir explosif. Les complotistes vont s'affronter, vont se mêler de ça, les sceptiques, les anti-Legault. Alors, on a fait volontairement, souvent, on s'est empêché de faire des publications parce qu'on savait qu'on ne serait pas capable de contrôler les réactions des internautes sur Facebook. Ça a été un défi chez nous. J'ai hâte d'entendre les autres, voir si ça a été le cas. Mais sans nous censurer, les médias sociaux vraiment étaient un grand, grand défi de gestion pendant cette pandémie-là. Alors oui, là aussi, on a essayé de se démarquer. Et puis là, on a hâte que l'été arrive parce que l'été va arriver avec probablement un retour à une certaine normalité et aux autres sujets. Parce que les gens, des fois, on est déchirés, les gens sont tannés d'en entendre parler, mais il faut en parler quand même parce que c'est notre rôle comme média de le faire. Alors, voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'était un peu le sens de la question, effectivement, parce que tout le monde est un peu tanné d'en entendre parler, mais il faut continuer à en parler quand même parce que c'est encore très présent et c'est très important de le faire. Stéphane Rattel, le nouvelliste. Non, excusez-moi. Avant de parler de l'éclipse, je vais répondre à Nancy concernant Facebook notamment. Nous aussi, là, de plus en plus, il y a certains sujets qu'on ne peut plus mettre sur Facebook parce qu'on sait que ça va être totalement ingérable. On ne peut plus avoir de débat d'idées actuellement sur les réseaux sociaux. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Puis si tu es contre moi, tu n'es pas correct. Puis c'est pas juste parfois la pandémie. Oui, la COVID exacerbe beaucoup les gens, mais notamment la semaine passée, on a couvert une activité chez Olimel où des activistes ont bloqué des camions. C'est sûr qu'on n'allait pas mettre ça sur Facebook parce que ça aurait dégénéré. Puis moi, je pense que le retour du beau temps, comme Nancy a dit, va amener aussi un autre phénomène, c'est que là, les gens vont, plutôt que d'être devant leur ordinateur à n'avoir que répondre sur les réseaux sociaux, mais les gens vont recommencer à aller dehors, à prendre l'air, à aller dans les bars, à faire du sport. Fait que j'ose espérer que ça va juste diminuer d'une coche là, la pression. Je ne pense pas que ça va revenir un beau ciel bleu, mais au moins, ça va juste baisser la pression. Pour revenir au sujet de l'éclipse, moi, je dirais qu'elle a été totale jusqu'au mois de mai 2020, là, entre le fameux 13 mars. J'ai d'ailleurs vérifié hier, en 1 mois et demi, c'est arrivé seulement à 2 reprises qu'on a fait la manchette avec autre chose que la COVID. C'était du 90% COVID. Les 2 seules occasions, c'est quand il y avait eu la tuerie en Nouvelle-Écosse et aussi, enfin, bonne nouvelle positive, le jugement favorable aux victimes de pyrotite. Et je me souviens que cette fois-là, j'étais donc bien content d'enfin titrer sur autre chose que la COVID. Par la suite, avec le retour en classe au mois de mai, là, tout à coup, on a commencé, là, on n'est plus dans une éclipse totale, on est dans une éclipse partielle. Oui, la COVID, l'onde de la COVID plane toujours, mais
quand on feuillette, que ce soit notre journal ou les bulletins de nouvelles à la télé ou l'hebdo, là, on est peut-être rendu à 20-30% de COVID. Et c'est sûr, bon, c'est là où on peut quand même réussir à se démarquer sur d'autres sujets, sur nos couvertures. Nous, on en a profité aussi cette année. On a rajouté Paul à notre équipe de chroniqueuses avec Isabelle, avec notre éditorialiste Martin Franqueur. Ça nous permet notamment d'aller ailleurs, de pouvoir analyser, commenter la nouvelle brute. C'est de cette façon qu'on va pouvoir se démarquer. Il faut avoir la nouvelle brute. Je donne l'exemple du point de presse de François Legault de 13 heures. On se doute que rendu à l'édition du lendemain matin, il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir vu, mais on pense quand même que c'est important de le mettre à la une parce que bon, quand le sujet est majeur, on va le mettre. Par contre, si on peut à côté aller mettre une chronique, comme ce matin, bon, notre manchette, c'était le rapport de Régine Laurent, mais à côté, il y avait la chronique de Paul qui nous permettait d'aller à un autre niveau, d'aller ailleurs. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on se doit de se démarquer. Offrir l'information que les gens ont besoin d'avoir, mais en offrir un peu plus, donner une couleur locale. Alors, voilà. Merci beaucoup. Jonathan Sirène, 1031 Country Pop, comment vous composez avec cette éclipse-là, vous? Bien, ça a été un défi parce qu'en étant toujours dans l'hyperlocal, les gens ont une sensibilité qui est plus grande et facilement vont communiquer avec nous. C'était pas rare, là, le soir, à 22h, un samedi soir, je suis à la maison, les gens m'écrivent, ils commentent, réagissent en m'écrivant un messenger sur une nouvelle parce qu'il y avait une opinion différente des choses, parce qu'ils étaient en désaccord avec une façon quelconque. Donc, nous, on a décidé d'opter vraiment pour la neutralité totale. Ça passait par ne pas utiliser des termes covidiaux, complotistes ou des choses comme ça, et de dire, bien, on s'en va dans une ligne, notre ligne éditoriale, on est neutre, on va s'en tenir aux faits, c'est-à-dire combien de cas actifs dans la région. On a arrêté de faire des bilans parce qu'à un moment donné, il y avait des bilans, on est rendu à 8000 cas ou ce fameux décompte-là. On s'en tenait, encore aujourd'hui, on s'en tient vraiment à combien il y a 290 cas actifs en Mauricie, centre du Québec en ce moment. C'est une croissance ou non-croissance. On s'est vraiment basé sur cette statistique-là, sur le nombre de cas actifs pour dire, bien, voici notre indicateur de la situation en Mauricie sur notre territoire. On s'est également posé la question, le clic à quel prix? À un moment donné, il y a un côté business qui est en arrière, qu'on a des clients, on a des ventes web également, mais la gestion de tout ça, la gestion qui vient en arrière, donc on a décidé d'aller vraiment toujours la neutralité également là-dedans aussi. C'est un article de fait et that's it, on se limite à ça, puis on modère l'ensemble des commentaires. Puis le bout où j'ai trouvé personnellement un peu plus difficile, c'est quand les gens m'appelaient pour me dire telle personne s'est suicidée, telle personne s'est suicidée. Pourquoi vous ne parlez pas de tel suicide à la radio en ce moment? Il y a des jeunes dans trentaine, on en a 2 encore la semaine dernière sur le territoire, des jeunes femmes dans trentaine les proches qui disent, ben ça, c'est l'équilibre, c'est de dire, ben regardez, là, il y a une détresse psychologique, il y a quelque chose de majeur là-dedans. Il faut vraiment faire attention aussi dans le ton général des choses parce qu'on sent qu'on est rendu à un niveau où les gens sont très émotifs, sont plus capables. Donc, on a décidé dans nos animations aussi d'être un peu plus dans le divertissement, de garder, oui, les faits, mais on va s'en tenir au nombre de cas par jour, puis on vous laisse, en tant que grand média, aller plus en détail dans ces sujets-là. Pour des raisons aussi d'effectifs, parce que on n'a pas une équipe de 10 personnes non plus. Donc, choisir nos batailles, on a décidé d'aller vraiment dans le contenu qui se rattache aux gens, qui se rattache au quotidien des gens. Donc, c'est vraiment là-dessus, la tournée des festivals, l'organisation d'un festival qu'on annule. On va vraiment dans l'arrière-scène pour notre couverture. Donc, c'est ça, se rapprocher aux gens, puis se poser des questions, puis la neutralité. Nos 3 points, nos 3 axes de développement. Merci beaucoup, Jonathan. Robert Savard, chez TVA, comment vous vivez la situation? La première chose qu'il faut dire, c'est que chez nous, l'éclipse totale a duré 56 jours. C'est-à-dire le nombre de jours où le réseau TVA s'est mis en mode COVID, c'est-à-dire autant LCN que TVA était COVID
dès l'ouverture jusqu'à la fermeture. Ça a été même 24 heures par jour à certains égards. Nous, ça a été 56 jours, c'est-à-dire que durant la semaine, on avait nos bulletins régionaux à alimenter, mais la fin de semaine, il fallait mettre des équipes à la disponibilité du réseau pour continuer quand même là, de parler de la nouvelle. Et puis, il n'y avait pas autre chose que la COVID durant ces 56 jours-là, même si on essayait de trouver d'autres manchettes. Il y avait trop d'événements qui se passaient. Il y avait le confinement qui commençait, il y avait des organisations qui tombaient, il y avait des événements qui étaient annulés. Donc, il y avait tout plein de choses sur lesquelles il fallait se pencher. Et puis, durant ces jours-là, c'était 7 jours par semaine, on ne parlait que de COVID. C'est par la suite où on a pu commencer à remettre en place un peu là, le format nouvelle qu'on exploite habituellement, c'est-à-dire la notion de proximité, d'intérêt et puis de pertinence. Je pense que c'était ces 3 points-là qui guidaient un peu les réflexions éditoriales qu'on avait chaque matin lorsqu'on avait préparé notre agenda de la journée. Et puis, si une nouvelle qui ne parlait pas de COVID rencontrait ces 3 critères-là, on la mettait en ordre, tout simplement. Et souvent, on pouvait faire la manchette avec. Donc, on a commencé tranquillement à ajouter d'autres contenus dans nos bulletins de nouvelles pour se rendre compte par la suite que les bulletins de nouvelles qu'on avait sous leur forme à l'époque n'étaient pas suffisamment volumineux pour nous permettre de pouvoir rendre un contenu éditorial qui était correct pour la population. C'est là, à ce moment-là, qu'on a décidé, avec l'accord du réseau, de passer à 30 minutes. C'est-à-dire que maintenant, le bulletin de nouvelles de 18 heures n'est pas de 18 minutes, mais bien de 28 minutes. Donc, ça nous permet de pouvoir dépasser un peu le cadre de la pandémie puis de parler d'autres choses qui intéressent la population. C'est sûr que durant cette année-là, on a eu des grandes réflexions à se poser, surtout au niveau du contenu sur le web, parce que même chez nous aussi, on a eu des grands enjeux, comme par exemple les complotistes ou encore les anticonformistes, on va les appeler comme ça, qui accusaient TVA d'être à la solde des gouvernements, d'être un média subventionné jusqu'aux yeux et tout ça. Donc, il fallait pas répondre, il fallait tout simplement laisser aller les choses et essayer de continuer d'être le plus impartial possible lorsqu'on faisait la couverture ou encore le traitement de la nouvelle. Mais encore aujourd'hui, lorsqu'il y a une manifestation qui s'organise, elle s'organise toujours près des locaux de TVA. Donc, on a eu du vandalisme qui a été fait sur nos équipements, sur nos mobiles. On a eu des fenêtres de défoncées. Nos caméramans, nos journalistes se font insulter régulièrement. Donc, c'est un enjeu avec lequel on doit composer. Je souligne toujours la qualité du travail que l'équipe fait parce qu'en temps de pandémie et avec la lassitude de la population, on voit que de plus en plus la population en a marre des mesures de distanciation sociale et puis souvent sont durs envers les membres de l'équipe, mais quand même continuent à faire leur travail le plus professionnellement possible. Je pense que les grands enjeux sont là. Pour le reste, toujours les mêmes notions qui nous guident, c'est-à-dire pertinence, proximité et intérêt. C'est ça, c'est là-dessus qu'on guide nos réflexions quotidiennement pour le traitement de la nouvelle. Mais je vous dirais que c'est toujours business as usual, même si on est en temps de pandémie. On essaie de faire le travail le plus professionnellement possible. C'est ça qui est important, je pense. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et c'est préoccupant d'entendre tous ces gestes de violence-là qui sont perpétrés chez différents médias, chez trop de médias même, je dirais, depuis le début de la pandémie. Amélie Saint-Pierre, chez ICI Média, chez vous, comment ça se vit, cette éclipse-là? Bien, c'est clair que nous aussi, inévitablement, il a fallu en parler parce que tout, finalement, tournait autour de la COVID, que ce soit les multiples annulations, les fermetures de commerce, les mesures de la santé publique, etc. Donc, oui, on en a traité, on l'a fait. Nous, on est un hebdomadaire, on a nos sites web, les réseaux sociaux et tout ça, mais notre journal étant une fois par semaine. Il est imprimé quand même quelques jours avant sa sortie. Donc, c'est sûr que l'actualité, de plus en plus, puis même avant la pandémie, on en traite de moins en moins dans le journal parce qu'on ne met plus que le feu qu'il y a eu le dimanche soir, le mercredi, on s'entend qu'on a fait le tour. Si d'ailleurs, Stéphane le mentionnait aux Nouvellistes, si le lendemain, c'est des fois un petit peu réchauffé, imaginez quelques jours plus tard. Donc, nous, vraiment, ce
qu'on s'est dit, c'est que, bon, là, présentement, les gens sont à la maison, ils nous reçoivent, on est distribués dans les foyers. Donc, on voulait traiter de nouvelles. C'est sûr qu'encore là, il y avait quand même un lien avec la COVID, mais il y a des entreprises, il y a des gens qui ont fait des belles choses pendant la pandémie. On a essayé de raconter ces histoires-là et c'est un peu ça qu'on voulait donner à la population, des histoires, des belles choses, parce que la COVID, oui, ça a été marquant, ça a été négatif à plusieurs égards, mais il y a plusieurs choses positives qui en est ressorties. On a essayé de mettre ça de l'avant dans nos publications papier. Donc, en racontant des histoires, les gens en disant, on va donner envie aux gens de nous lire et pas juste de traiter de ce qu'on sait déjà. Et c'est sûr qu'au niveau des réseaux sociaux, ça a été mentionné, mais la modération, oui, il fallait en faire avant, mais là, on sentait vraiment une fragilité. Les gens étaient très, très réactifs. Puis nous, on a 6 journaux en Mauricie sur la Rive-Sud, mais il y a certains marchés où c'était très, très sensible. Les gens réagissaient beaucoup et de façon très impolie et on dirait que le filtre n'existait plus. Donc, il y a eu beaucoup de modération. Même on se questionne chez ICI Média, est-ce qu'on doit créer un poste vraiment de modérateur à temps plein parce qu'il y a des endroits où vraiment ça a dégénéré. Et ça, on l'avait vécu, mais jamais autant là, dans la pandémie. Donc, c'est un mélange de tout ça, mais on a essayé de faire ressortir le meilleur de ce qu'on a vécu. Oui, absolument. Merci beaucoup, Amélie. Steven Roy-Collen, à la Gazette, chez vous, la situation se vit de quelle façon? En fait, nous, l'éclipse comme tel a duré 2 mois seulement, 2 éditions, parce que nous, on est un mensuel, donc c'est une réalité. Quand on disait que c'est du réchauffé, là, à quelques jours, comme Amélie disait, là, nous, ça peut vraiment être du réchauffé. C'est pour ça qu'en fait, on s'inscrit en complémentarité des autres médias. On fait plus de l'analyse ou du in-depth, comme on dit en anglais, avec les moyens qu'on a, bien sûr. Donc, c'est ça, on a traité un peu de la COVID dans mars-avril, mais par la suite, c'est sûr que la COVID a teinté l'ensemble des dossiers qu'on a fait, mais on essayait d'aller dans des dossiers autres. Mais c'est sûr que tous les enjeux actuellement, les enjeux sociaux, quand on a parlé d'agriculture, la COVID affectait le milieu d'agriculture aussi. Là, tout le monde vit cette pandémie-là. Donc, nécessairement, ça se traduisait dans nos articles qu'on faisait. Puis peut-être parce que nous, on est un petit peu, sans être un média de niche, on est un petit peu plus niché. Les médias sociaux, on n'a pas beaucoup à intervenir, j'imagine, peut-être parce que notre public cible est différent. Donc, on n'est pas un média à grand déploiement non plus, donc il faut être réaliste. Donc, on a une réalité un peu différente là-dessus. Super, merci beaucoup, Steven. Avant de laisser peut-être quelques minutes pour les gens du public s'ils ont des questions, je voulais vous lancer sur un dernier thème que je vais regrouper parce que quand je vous ai envoyé la documentation, il y avait une thématique 5 et 6. Le rôle des médias dans une pandémie, c'est quoi? Et d'une part, comment notre rôle en tant que média ou journaliste nous amène à gérer justement ce qui était abordé, c'est-à-dire toutes sortes de croyances un peu farfelues sur le rôle des médias, sur, je dirais, les incitatifs à la rédaction dans certains cas. On les a tous entendus, qu'on est à la solde des gouvernements, le 5G aussi est parmi nous et tout ça. Comment vous avez composé avec cette situation-là chez Radio-Canada, notamment Nancy Sabourin? On a fait des choix éditoriaux. Le consensus scientifique a géré nos choix, entre autres, et on a décidé de ne pas donner la parole à des complotistes. Juste mettre le maire de Louisville en ondes nous demande parfois, on se pose des questions, je vois les gens rire, mais on se dit tout le temps, est-ce qu'on le met en direct? Je ne parle pas juste de la COVID, mais de tout. Alors, c'est le genre de questions qu'on se posait. Oui, ça devient délicat parce qu'on ne veut pas censurer les gens. On veut souvent, ce qu'on faisait, c'est quand il y avait des commentaires sur les réseaux sociaux, on en fait mention, par exemple, à la radio. Puis à ce moment-là, on fait un tri de ça. Et nos chroniqueurs, par exemple, le matin, Éric Langevin va nous faire une chronique sur ce que les gens pensent de tel sujet. Il va essayer d'y aller dans le gros bon sens et en choisissant des commentaires blancs et des commentaires noirs dans une proportion équitable. Donc, c'est sûr qu'il faut choisir, on a choisi le camp, nous, de la santé publique et scientifique, simplement.
Très bien, merci beaucoup, Nancy. Stéphane Rattel, aux Nouvellistes, comment vous jugez le rôle des médias pendant cette pandémie-là, notamment pour faire un peu la lutte, en quelque sorte, là, aux gens qui ont toutes sortes de croyances? Ben, moi, je dirais que notre rôle n'a pas changé. Je veux dire, on doit depuis toujours informer la population. Je dirais par contre, notre importance, notre rôle s'est accentué. Et on réalise aussi à quel point tous les médias de la région, que ce soit la radio, que ce soit la télé, les hebdos, la gazette mensuelle, les revues, je veux dire, ça montre à quel point une diversité d'informations, c'est hyper important pour donner différentes voix. Si quelqu'un n'aime pas le Nouvelliste, mais qui va écouter Radio-Canada, au moins il va être informé, par cette voix-là. Je dirais ce qu'on a dû développer, c'est notamment la recherche des faits. Nous, on a un chroniqueur qui vient du Soleil, mais qui est réseau, Jean-François Clich, qui justement vérifie les faits actuellement. C'est très lié à la COVID, évidemment. Radio-Can a je ne sais pas combien de journalistes là-dessus, mais c'est des éléments qui vont démystifier des faits pas des faits, mais plutôt des niaiseries qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, bref, notre rôle est toujours le même, mais avec beaucoup plus d'importance. Puis, c'est vrai, je voulais dire quelque chose, parce que tantôt, j'ai parlé, le point avant, j'ai oublié quand même quelque chose de très important quand on parlait de ce qu'on devait faire pour nous démarquer. J'ai quand même oublié qu'on a engagé un jeune journaliste de talent du nom de Marc-André Pelletier. Alors, c'est bon de le mentionner, à fort prix d'ailleurs, hein? Ça faut-il le rappeler. Ah oui, c'est ça. Voilà. Merci Stéphane. Chez le Country Pop 103.1, Jonathan Sirène, vous, c'est une réalité assez fréquente de composer avec le maire de Louisville et les autres situations de la COVID depuis 1 an et demi ou à peu près. Oui, mais on a la beauté de la chose, c'est que les gens le connaissent aussi, savent à quoi s'en tenir. Donc, on est dans un public averti. Donc, déjà là, en partant. Mais nous autres, au niveau de cette réalité-là, je vous dirais que il y a plusieurs questions qui se posent. Informer, divertir, c'est vraiment nos deux missions en tant que radiodiffuseur, parce qu'on est une radio qui est à la base musicale avec du contenu local. Donc, c'est vraiment ça. L'hyper local a été super important. Donc, je vous dirais qu'on n'a pas eu tant, en optant pour une ligne qui était neutre, on n'a pas pris de camp particulier, on s'en tient à des faits reconnus, puis on y va vraiment dans la connexion des gens sur la réalité du territoire en ce moment. Ça fait que ça a évité bien des problèmes. Puis moi, ça m'a redonné personnellement le goût au journalisme parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été journaliste pendant presque une dizaine d'années, un peu partout. Et puis, j'avais perdu la flamme au cours des dernières années. Je sentais que ça faisait toujours la même chose. Puis on arrive dans une crise. Puis là, ça redonne le goût de se revirer de bord, de replonger dans l'univers de l'information. Donc, puis en tant que directeur ici, moi, j'ai eu un enjeu justement parce que souvent, on associe, on dit, ouais, les gouvernements vous payent, puis vous êtes grassement payés. Bien, moi, la réalité, c'est que c'est 12 % de mon revenu qui provient de subventions. Le reste, ce sont des fonds privés, des partenariats. Donc, je ne suis pas subventionné bord en bord. Puis oui, effectivement, l'achat de pub du gouvernement du Québec en ce moment, ça nous donne un sapristi bon coup de main. Mais moi, le côté positif, c'est que je n'en avais pas de vente nationale chez nous. Fait que c'est vraiment de l'argent supplémentaire qui arrive dans l'organisation. Fait que ça a ce côté-là. Puis c'est de s'ouvrir, hein? C'est de la transparence, c'est super important. Moi, ça fait partie de mes valeurs. J'ai toujours été un livre ouvert, puis je n'ai pas peur de le dire. Les finances de la station, il y a un côté de l'équipe aussi qui a été, quand ça arrive, comment on va s'en sortir, bien, on ouvre les livres, puis on en parle. J'ai l'impression ici que ça enlève un petit peu le fait que du principe du média achetable, c'est de dire, bien, regardez, relativement, là, c'est ça qui sont les chiffres. Moi, ça ne change rien. Dans mon day-to-day, je ne prends pas une décision en faveur de ce que va penser le député du coin. Bien au contraire, on pense à nous autres, notre ligne directrice, c'est ça, on s'en tient à ça. Et toutes les décisions au niveau éditorial, bien, ça s'en va là-dessus. On a aussi choisi de limiter les chroniqueurs. Parce qu'il y a un petit côté de dire, bien, vous prenez d'un bord ou vous prenez de l'autre. Donc, on s'en tient. On a un chroniqueur qui est là depuis longtemps. On a aussi Yvon Picotte, qui est ancien député ministre, mais on se dit, bien, il y a un segment, il y a un moment dans notre journée, c'est à 7h45
on a de l'opinion, c'est là. Le reste du temps, ben, on s'en tient aux faits, à l'actualité. On se connecte sur les gens de la place. Fait que ça a été une façon de s'en sortir un petit peu. Fait que moi, ça a évité les problèmes d'accusation puis de haute tension. Puis je ne vous cacherai pas que le hotspot n'est pas sur nous autres. À TVA, je sais que vous autres, vous l'avez eu plus difficile. Mais vous êtes un média qui est tellement plus grand, qui est tellement plus gros. Fait que nous autres, on est tellement local, les gens s'attachent à nous. Les gens nous font des babayes quand ils passent devant la station, dans nos fenêtres. Fait que c'est une dynamique qui est différente. Merci beaucoup, Jonathan. Bien, justement, à TVA, Robert Savard, c'est de quelle façon, finalement, vous déterminez le rôle de ce que vous faites comme média pendant la pandémie? Il faut dire que par les temps qui courent, il n'y a pas un média qui peut se vanter de ne pas être subventionné. Nous, en principe, on ne touche pas de subventions directes de la part des gouvernements. Ce sont les revenus des entreprises, en fait des publicitaires là, qui nous permettent de vivre. Mais avec les subventions salariales, avec la PCU, tout ça, il y a des travailleurs qui ont, à un moment donné, été mis en disponibilité, qui ont reçu la subvention salariale. Le salaire était payé par TVA, mais TVA touchait une partie de ce salaire-là en subvention. Donc, je pense que tous les médias étaient à peu près dans le même bain. Ce qu'il faut réussir à faire en temps de pandémie, dans la situation qui nous préoccupe particulièrement, c'est d'essayer d'avoir toujours peut-être 2 ou 3 minutes de recul, c'est-à-dire de s'arrêter pendant 2 secondes pour réfléchir vraiment. Je m'excuse. OK, je suis désolé. C'est d'essayer de réfléchir 2 secondes à la manière dont on va véhiculer le message. Et ça, c'est vrai pour les organisations qui gèrent les crises actuellement, parce qu'on le sait en communication, lorsqu'on gère une crise, on tente de centraliser le message. Il y en a qui vont aller un petit peu plus loin, qui vont tenter de contrôler le message. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réussir à avoir ce petit 5 minutes de recul-là pour faire la part des choses et d'essayer d'aller un petit peu plus loin que le message qui va être véhiculé pour que, en bout de ligne, ce soit le téléspectateur, c'est-à-dire celui qui, en fait, et notre raison de vivre, ait l'information la plus juste et la plus impartiale possible. Parce que notre mandat est là. La voie scientifique était probablement la voie la plus logique à suivre depuis le début de la pandémie, même si beaucoup de personnes ont essayé par la désinformation de biaiser un peu le message. Il fallait toujours revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que les organisations qui parlaient de la pandémie, qui véhiculaient le message, étaient probablement celles qui avaient le plus raison, en tout cas lorsqu'on décortiquait un petit peu plus. Et en se basant là-dessus, il fallait toujours demeurer honnête dans la façon de livrer le message, même si quelquefois ça ne plaisait pas à tout le monde. Et le maire de Louisville, souvent, a des commentaires assez succulents. Il s'agit tout simplement de le doser et puis ça va quand même assez bien de ce côté-là. Je dirais que, somme toute, lorsqu'on réussit à bien véhiculer le message, on s'en tire assez bien et sans effets collatéraux, je dirais. Très bien, merci beaucoup, M. Savard. Chez Ici Média, Amélie Saint-Pierre. Oui, bien Stéphane, je voulais juste partager, je comprends ton enthousiasme face à l'embauche de Marc-André pour avoir travaillé avec lui il y a quelques années. Je sais que c'est un journaliste de grand talent, même si attention, on va falloir agrandir les portes. Écoute, en fait, nous, il n'y a pas eu tant de changements parce qu'on a toujours été dans la neutralité, rapporter l'information, informer la population, toujours au niveau local. Mais moi, ce que je trouve bien dans d'autres marchés où est-ce que c'est moins compétitif, les gens, ils disent souvent, mon Dieu, à Trois-Rivières, en Mauricie, il y en a des médias, il y a de la compétition et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une force parce que chaque média a sa couleur. On est dans un petit marché, donc je crois qu'on a un grand respect envers chacun d'entre nous, une saine compétition, je trouve. Et puis, ça, je crois que c'est une force que nous avons. Donc, les gens dans notre région sont très bien informés et de plusieurs façons. Chacun le fait à sa manière. Moi, ça, je trouve ça beau. Donc, nous, c'est ça. C'est de rapporter les faits véridiques, on vérifie l'information, on est dans la neutralité. Donc, c'est sûr que oui, on a géré, comme j'ai mentionné, certaines personnes un peu plus réactives, mais sinon, dans l'ensemble, les gens sont très respectueux et surtout apprécient de pouvoir avoir de l'information locale de notre part et de la part des autres aussi, mais c'est ce qui est important. On oublie un peu le négatif dans ce temps-là, puis on va focuser sur ce qui va bien. Oui, exactement. Merci beaucoup, Amélie. Puis c'est vrai qu'on a une belle diversité de contenu et de contenants dans la région, dans nos médias. Steven Roy-Collen à la Gazette.
Oui, j'abonde dans le même sens qu'on a vraiment une belle diversité en région. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens à Mauricie qui consomment plusieurs médias en même temps parce qu'on va chercher de l'information différemment, différents points de vue. Puis je trouve ça vraiment super. Puis nous-mêmes, je veux dire, pour faire les journaux mensuels qu'on fait, on s'informe, on s'abreuve auprès de nos collègues des autres médias. Donc, merci pour votre travail. D'ailleurs, c'est ça, nous, on n'a pas, comme tous les autres, c'est sûr qu'on s'inscrit dans le devoir de rigueur journalistique, donc on s'en tient aux faits. On ne voulait absolument pas devenir une chambre à écho des complotistes, puis ça irait contre notre ligne éditoriale à la Gazette qui, comme notre slogan, pour le bien commun, donc on existe pour le bien commun. Donc, on a fait, en fait, plutôt que de... On ne voulait pas traiter des complotistes, on ne leur donnait pas le micro. Par contre, on était bien conscient de cette réalité-là, de voir qu'il y avait ce discours-là. Donc, il y a un de nos numéros, les deux qui ont porté sur la COVID, il y en a un qui c'est spécifiquement là-dessus, sur la désinformation. Puis on a titré « Faites attention à la désinformation ». Justement, on venait en complémentarité des autres médias pour dire « Eux, ils font leur travail correctement. Fiez-vous à leur travail journalistique. Ils ont un code de déontologie. » Puis, il y a plusieurs articles qui ont parlé de ça, justement. Puis, je terminerai en disant que je pense qu'il y a un défi pour les années à venir. C'est sûr que le contexte pandémique y est particulier, mais on a encore une éducation aux médias à faire. Puis, la FPJQ est là pour ça. Puis, continuez votre bon travail. Puis, si la Gazette peut aider d'une manière ou d'une autre, puis j'imagine que mes collègues vont dire la même affaire, on est là pour faire de l'éducation aux médias. Moi, cette année, j'ai fait une formation avec des gens qui ne connaissaient pas ça, le journalisme. Mais c'est tellement peu. J'aurais pu en faire plus. On pourrait en faire plus. Il faut faire de l'éducation aux médias. Oui, c'est très vrai. Merci beaucoup, Steven. Effectivement, c'est l'un des objectifs de la Semaine de la presse et des médias 2021. C'est un problème qu'on connaissait et on l'a constaté, je dirais, de plein fouet avec la pandémie, que l'écart s'est creusé peut-être un peu dans les dernières années. Alors, on a besoin de le réexpliquer, ce rôle-là, et c'était l'objectif notamment de cette rencontre-là avec vous aussi ce midi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont devoir nous quitter là, prochainement. N'hésitez pas à disparaître sans gêne si vous devez le faire. Je vous remercie déjà d'avoir été présent et présente si jamais c'est votre cas. Il nous reste à peu près 5-6 minutes avant qu'on se laisse pour terminer à 13h tel que promis. Je prendrai quelques questions de la part de la population présente si vous en avez. Vous pouvez soit l'écrire dans le chat ou encore lever la main et je m'occuperai de vous donner la parole. Je vais laisser quelques secondes. Parfait. Une question d'Olivier Demers qui dit « Bonjour, est-ce qu'avec la pandémie, vous avez eu un accès plus difficile à des interlocuteurs pour des entrevues, par exemple des élus locaux ou municipaux? » Là-dessus, en bon français, je vous laisserai la POC à la personne qui voudra bien la prendre. Moi, je dirais non. Au contraire, je trouve que les élus, tout parti, tout palier confondu, levaient toujours la main, ont toujours dit présent, puis voulaient parler à leur population. Donc, moi, je n'ai pas remarqué de difficultés. Au contraire, en plus, on n'avait pas, là, dans notre cas, on n'avait pas maintenant la contrainte de devoir partir avec le quart de reportage à tout prix pour aller voir Michel Anger à Shawinigan. On s'ouvre un lien Zoom et on fait l'entrevue. Donc, les moyens technologiques nous ont beaucoup aidés. Et non, ils ont été disponibles, à mon avis. J'abonde dans le même sens. C'est effectivement probablement plus facile actuellement de parler à nos interlocuteurs. De toute façon, pandémie ou pas, ceux qui veulent nous parler vont nous parler. Ceux qui ne veulent pas, ils ne nous parleront pas davantage. Comme j'ai dit plus tôt, c'est même plus facile parce que là, peu importe que tu sois maire, député, le soir, tu es à la maison, ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir mettre la main sur nos intervenants. Ils sont à peu près comme nous tous, ils sont à la maison depuis le début de la pandémie. À 2 clics de leur page Facebook ou de leur téléphone. Si je peux me permettre, depuis le début de la pandémie, il y a un moyen de communication assez efficace qui a fait éruption. C'est Skype ou encore Messenger
où tous ces moyens électroniques-là, comme on fait ce midi avec Zoom, tous ces moyens électroniques-là ont rendu les intervenants beaucoup plus accessibles si on veut les avoir au lieu de déplacer un corps de reportage ou encore de demander à la personne de se déplacer en studio, un numéro de téléphone ou encore un clic, et on a la personne directement à l'écran pour faire l'entrevue. Ça a rapproché certains intervenants des médias de communication. En tout cas, c'est peut-être un des bienfaits de la pandémie. Donc, on puisse avoir eu accès à ces entrevues-là avec les médias qu'on a actuellement à notre disposition. Absolument. Je suis Quelqu'un d'accord. d'autre là-dessus? Oui. Ben, en fait, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais tantôt, on parlait des conseils de ville qui sont maintenant virtuels. Ça, je pense qu'il y a ça manque beaucoup à nos journalistes d'avoir accès aux conseils municipaux, aux maires, mairesses des municipalités sur place, parce que souvent, il y a du contenu qui est en dehors du conseil. Le fait de les voir en personne, ça n'arrive plus. Fait que ça ressortit souvent là, dans nos salles de nouvelles. J'ajouterais un petit quelque chose. Par contre, si les élus et les intervenants nous parlent beaucoup, moi, j'en remarque le recours de plus en plus fréquent à l'anonymat au niveau de gens qui veulent dénoncer des situations. Ce n'était pas comme ça avant. Les gens ont peur de parler, les gens ne veulent jamais être identifiés. Et ça, je pense que la pandémie a accentué ce phénomène-là. Tu as raison, Nancy. Oui, la polarisation des discours. Oui, puis j'ai un autre bémol à apporter aussi. Comme quand on a nos contacts à nous, sont facilement rejoignables, sont à la maison, effectivement. Mais des fois, quand on recherche une nouvelle source d'information puis on essaie de rejoindre cette personne-là, bien, la seule place où est-ce qu'on peut aller chercher le numéro, c'est en ligne, mettons, sur le site web de l'organisme communautaire, par exemple. Puis, on appelle le numéro, bien sûr, ils sont en télétravail. Ils n'ont pas changé le numéro sur le site web. Des fois, c'est très difficile, c'est très long d'avoir une réponse. Une chance qu'on est un mensuel, fait que je ne sais pas comment vous faites des fois. Il y a certains intervenants que ça prend vraiment du temps avant qu'ils nous répondent. Est-ce que c'est volontaire de ne pas vouloir nous répondre? Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que ça a compliqué les choses, effectivement, à certains égards. Jonathan Sirène, un mot là-dessus? Ben, moi, j'apporte dans le même sens que de tout le monde. Les communications sont de plus en plus faciles. Au niveau des outils qu'on a à notre disposition, CleanFeed et compagnie pour les entrevues téléphoniques. Fait que, effectivement, comme Amélie, nous autres, c'est le conseil de ville. On avait choisi d'être plus présents dans les conseils de ville et MRC. Malheureusement, on doit attendre pour notre présence, mais bon. Oui, absolument. Il y a Mathieu Lamotte qui voulait ajouter quelque chose, Mathieu? Oui, pour appuyer, mais bonjour à tous les patrons de presse qui ont accepté. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette activité. Je suis aussi membre du conseil d'administration de la section régionale avec Marc-André à titre de trésorier. Si je voulais ajouter quelque chose à titre de journaliste terrain, c'est que oui, les intervenants étaient facilement accessibles en raison des nouvelles technologies, mais ce que j'ai déploré un peu, c'est la facilité que ces gens-là ou leur entourage ont de contrôler le message. Souvent, une entrevue via Skype ou via FaceTime, c'est moins confrontant pour un maire ou pour un député ou pour quelqu'un qui a. Quand tu veux faire un hot seat, par exemple, il n'y a rien de mieux que de coincer quelqu'un dans une salle dans le coin de la salle du conseil pour avoir ce que tu veux puis avoir l'heure juste sur un sujet qui n'a pas été réfléchi par une équipe de com. Fait que ça, c'est une chose que j'ai à déplorer comme journaliste, c'est ça. Oui, absolument. La relation a évolué, ça c'est clair. Je prends le temps de remercier Raymond Corriveau qui nous a écrit dans la messagerie qui signale l'espace étroit dans lequel on doit évoluer, faire connaître l'information et la santé publique et les décisions des gestionnaires de l'État. C'est pas évident, effectivement, être quelque part entre le gouvernement et la population en tentant de faire du mieux notre métier. C'est pas toujours simple. Je salue également Lise Tremblay qui dit un petit mot sympathique pour vous inviter à ne pas oublier le Centre du Québec. Effectivement, le Centre du Québec qui fait partie de nos priorités. Également, là-bas aussi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de préoccupations dans le même sens que ce qu'on a entendu ce midi de la part de nos intervenants qui couvrent d'ailleurs majoritairement le Centre du Québec. Il est 13h. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette rencontre-là, patrons et patronnes des médias de la région. Ça a été très enrichissant et très intéressant de vous entendre ce midi. Merci beaucoup d'avoir participé.